Et donc un peu de foot, 20 minutes de foot, voilà, avec Luc d'ailleurs. Non, parce que je disais en faisant le sommaire, Luc, le foot était excluant aussi. Donc et ceux qui sont passionnés sont passionnés. D'accord. Il y en a beaucoup, mais vous le savez, Oui, vous le savez vrai. parfaitement. Ouais, il y en a beaucoup qui en fait supportent pas, quoi. Mais d'ailleurs, c'est le sujet. D'ailleurs, ouais, je suis d'accord. Mais c'est le sujet. C'est-à-dire que, bon, je la fais courte, le foot français est en faillite, du fait notamment, enfin, dernier stade de la défaillance d'un diffuseur international qui s'appelle Mediapro et qui ne paiera pas l'argent qu'il avait promis pour la diffusion des matchs de foot. Mais j'ai l'impression, et je voulais commencer par ça, que l'État, en fait, a beaucoup de mal à soutenir le football professionnel. Ah oui. Parce que tu soutiens des milliardaires en short, quoi. C'est ça. Et en plus, dont on n'est pas sûr que la rémunération soit nécessairement légitime. Parce qu'effectivement, ces rémunérations ont été données suite à un mécanisme d'inflation salariale ces dernières années, avec les transferts, et on se rend compte que finalement, ces salaires devraient générer des revenus. On est dans l'économie du spectacle. Quand on fait un film avec un acteur bankable, on fait des recettes. On se rend compte que finalement, ce n'est pas le cas. Il y a une bulle qui se dégonfle. Et c'est vrai que l'État, puisque l'État et même les collectivités locales et régionales, moi quand je suis sollicité sur les dossiers de sauvetage, c'est très souvent par le politique, parce qu'il y a l'importance d'un club de foot dans la cité. Ouais. Et c'est aussi important pour les médias, c'est important pour des groupes comme l'équipe. Finalement, on se rend compte que c'est important pour pas mal d'acteurs. Et puis, en même temps, il y a ce que vous dites, cette segmentation, ce côté inadmissible de se dire, mais je refuse on paye ça aux jeunes, je peux pas aller payer le salaire d'Mbappé. Mais voilà, je comprends très bien. Ouais. Alors, en l'occurrence, le salaire d'Mbappé, oui, il est payé par l'État du Qatar. Mais quand on prend d'autres villes ou d'autres situations où vous avez effectivement, comme Saint-Étienne ou d'autres, des salaires extrêmement élevés, et qu'en plus, vous ne pouvez même plus assister, je parle du cœur de cible, au spectacle, ouais. Alors tous les autres publics se disent, mais pourquoi l'État devrait contribuer à ça ? C'est ça. Alors, d'un mot quand même, parce que je ne t'ai pas présenté, donc voilà. Luc Dayan, je dis pompier du football, voilà, homme d'affaires, mais médecin, j'ai vu que tu étais médecin. En vrai, je suis médecin. C'est pour ça que les systèmes complexes m'ont toujours intéressé, les systèmes qui touchent à l'humain, et le passage de la médecine s'est fait par la rencontre de Canal au début, et justement le fait que j'étais là quand cette interaction Canal-Foot a démarré, oui, ouais. Avec la montée des abonnements. Donc tu as travaillé dans les clubs de Lille, de Lens, de Nantes, de Paris Saint-Germain, avant le Qatar, etc. Et d'autres. Alors, tu dis, est-ce qu'en économie, on appelle ça une échelle de perroquet, ces rémunérations ? C'est-à-dire, à un moment, c'est plus justement la valeur qu'on dégage, mais c'est l'échelon d'en face, et donc il faut que je sois au-dessus de l'échelon d'en face, et donc on est complètement désincarné de toute réalité économique. Alors, ce qui est très particulier dans les systèmes de compétition, et donc dans le football, qui est le principal système de compétition, c'est que pour être performant, il y a quand même un effet de seuil, et que quand vous avez les meilleurs joueurs, vous êtes plus performant. Donc, comme on a construit une rémunération en droit télé, ou même sur les contrats de sponsoring, avec des bonus liés à la place, et qu'en même temps, les présidents veulent aussi gagner. C'est très souvent des milliardaires dont leur ego est en jeu. Donc, ils ont finalement contribué à une inflation salariale sur les joueurs. Comme ce n'est pas régulé par une tierce entité, ce qui a été le cas aux États-Unis, qui est le pays quand même le plus libéral, quand il y a eu salary cap, ligue fermée, pour éviter les conséquences économiques et les conséquences sur la cité d'une faillite. Donc, on n'a pas pris les mesures, c'est ce que je dis, parce que j'y étais il y a 20 ans, de régulation du système. Quand le foot est rentré dans l'économie du spectacle, il y avait une dimension du foot qui était le foot pro qui est rentré dans l'économie du spectacle. Il y avait toutes les autres parties qui étaient là, mais on a laissé des actionnaires arriver, on n'a pas régulé le système de compétition, et donc il y a eu un mécanisme de surenchère. On ne pouvait pas le réguler parce que... Il suffisait que la FIFA dise... Ah oui, c'est ça, mais à l'échelle mondiale. Ah, ça ne peut pas être autrement qu'à l'échelle mondiale. Voilà. Et c'était toute la difficulté du sujet. Il suffisait que la FIFA dise quoi ? Que la FIFA dise le salaire maximum que l'on peut dépenser dans un club est un pourcentage de temps du chiffre d'affaires hors vente de joueurs. Voilà. À partir de là, on était donc moins dans un système encadré. L'UEFA, il y a quelques années, a décidé de mettre ce qu'on appelle un fair play financier, mais tellement facile à contourner qu'il n'a pas eu d'effet en réalité. On a effectivement mis quelques contraintes pour les propriétaires de clubs au plus haut niveau, mais vous avez vu à quel point il a été contourné. Et en même des temps, clubs qui se retrouvent très très endettés. Oui, mais en même temps, l'ensemble de ces systèmes, parce que je m'étais beaucoup interrogé sur ce fair play financier justement, parce qu'effectivement, vous dites c'est de la rationalité économique, mais en même temps aussi, c'est des barrières à l'entrée considérables pour ceux qui voudraient se lancer. Oui. C'est-à-dire que comme il faut globalement que vous équilibriez vos revenus et vos recettes, vous ne pouvez plus investir. Tout à fait. Donc la finalité du système étant d'être le meilleur et de gagner la coupe, et que c'est un système pyramidal et qui n'est pas fermé par le bas.
tout ça est très difficile à réglementer. Donc on trouve des artifices. Même en France, on a une DNCG qui est quand même composée d'experts comptables, de gens de très grande qualité. J'ai vu tous les présidents défiler parce qu'ils m'ont tous appelé en me disant « Mais Luc, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. » Alors je l'explique. La règle de la DNCG, c'est de contrôler le fait que le budget de l'année soit couvert, y compris par des apports en compte courant et par les actionnaires. C'est une règle. Ouais. Donc tant qu'on va au bout de la saison, c'est bon. Mais on ne se préoccupe pas du coup d'après. C'est ça. Donc, comme le système, j'allais dire, pousse à la faute, les joueurs sont le cœur de l'activité. Et donc, ce mécanisme de transfert de joueurs a été un mécanisme qui a quand même eu de très très beaux jours. Les agents se sont enrichis, les joueurs aussi. Il y a tout un écosystème qui a prospéré avec ça. Mais en réalité, comme le système n'est pas protégé contre ses propres dérives, il est actuellement dans une situation de faillite. Alors on a eu des pays exotiques qui sont arrivés parce qu'on oublie toujours la dimension géopolitique du football, mais elle est très importante. Le Qatar, c'est une dimension géopolitique. Moi, j'y ai travaillé. Ils ne se préoccupaient pas du retour sur investissement. Il y avait l'importance pour le Qatar de se positionner dans le monde du sport, l'opportunité de la Coupe du Monde, un deal fait avec l'État français, à l'époque Nicolas Sarkozy, sur le pays. Et peu importe ce que ça leur coûtait, puisque pour eux, ils obtenaient ce qu'ils voulaient. Mais ça, la Chine, c'est très dangereux, ça. Mais oui, c'est pour ça qu'il fallait le réguler au niveau international. Ça. Mais j'ai été le premier à le dire, puisque j'y ai travaillé, je connais les acteurs et je voyais les conséquences. À partir du moment où vous n'avez pas, comme un arbitre, vous avez une régulation par un arbitre sur un match de foot, vous avez deux équipes, l'arbitre dit ce qu'il considère être juste. Même s'il se trompe, il aurait fallu que la FIFA décide, à partir du moment où on rentrait dans le sport business, dans le sport spectacle, de règles qui protégeaient le foot contre ses propres dérives. C'est complexe. Ça, vous dites que je suis médecin, c'est un corps humain, c'est extrêmement complexe. Tu as écrit une tribune dans Le Monde qui est vraiment très intéressante, ouais. Allez la retrouver. Et tu dis donc, résultat d'une période de 20 ans de désordre, instabilité, permissivité financière, on en a parlé, voire morale. Oui, pourquoi morale ? Oui, parce que les comportements, les attitudes, les mots et les discours, Ibrahimovic qui traite je me souviens plus, un arbitre ou la France de merde, oui, ou Cantona qui traite... Peu importe, chacun a sa bonne raison au moment où il s'exprime. Un joueur, un entraîneur, un président, l'histoire du bus, voilà, il y a eu plein de dérives morales. L'équipe de France de football, ça vous vous en souvenez tous, qui ne descend pas du bus. La prise en otage, la puissance que donne l'argent à certains joueurs qui sont à un certain moment immatures aussi, ou qui ne se rendent pas compte, puisqu'ils sont toujours protégés ou aidés ou sollicités, puisqu'ils sont l'objet. Et puis ils ont 20 ans, entre 20 et 25 ans, on leur donne des centaines de milliers, voire de millions d'euros. Donc regardez Neymar, regardez celui qui a insulté son entraîneur Serge Aurier contre Laurent Blanc. Ça a été géré. Et je ne suis pas un donneur de leçons. Je constate que l'argent injecté trop vite sur un certain moment peut amener à des dérives. Et ce que vous disiez, c'est que la population, elle accepte ça pendant un moment, mais au fond d'elle, elle sait que c'est pas bien. Et puis à un moment donné, quand ça va mal, elle dit mais nous on veut plus de ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça un petit peu. Et donc on arrive. Alors est-ce qu'on arrive à un moment charnière ? Parce que oui. On va pas faire la liste des clubs, mais comme tu l'as dit avec le Qatar, il y en a un certain nombre quand même qui ont les reins solides. Enfin, je pense que Rennes, les actionnaires ont reins solides. Voilà. Les actionnaires mettent la trésorerie le temps que ce système se réorganise. Je regardais, j'ai vu la famille Pinault à Rennes, Bernard Bourganlian qu'on connaît à Lens, Joseph Bourganlian, actionnaire activiste, le groupe international Ineos, super puissant à Nice. Voilà. Mais il y a aussi, je regardais Saint-Étienne, Lille où tu as travaillé. Là, on est sur des icônes qui sont. Lille a été repris par un fonds qui est venu à la demande d'un autre fonds pour régler un problème lié Amber à un Capital deal. qu'on connaît aussi d'ailleurs. Non, Amber c'est Lens. Enfin, c'est Joseph Ogolian est à Amber. D'accord. Mais Lens, c'est à titre perso. Lille, c'était un fonds qui a prêté à un investisseur, Gérard Lopez, qui avait monté une reprise de Lille avec un business plan lié aux ventes de joueurs. Puis à un moment donné, il n'a pas pu rembourser sa dette. Et donc le fonds a fait appel à quelqu'un d'autre pour le débarquer. Mais Lille, c'est un fonds qu'on connaît aussi. C'est un fonds activiste qui est connu sur. Oui, il s'appelle Merian. Elliott. Non, Elliott est le fonds qui a fait appel à un autre fonds proche. D'accord, voilà, ne pouvait pas être impliqué dans deux clubs, ils sont déjà au Milan AC. Et donc, si vous voulez, vous avez, c'est ce que je dis, des fonds qui sont rentrés en prêtant au début, parce qu'ils ont prêté au début. Ils ont prêté à des très hauts taux d'intérêt. Fonds activistes, ils sont dans les plus grosses participations du monde aujourd'hui. Ils ont prêté au début. Ils ont prêté au début, et ils ont prêté avec des taux d'intérêt qu'ils ne trouvent plus ailleurs. C'est des prêts à 10-15% qu'ils ont fait. C'est-à-dire que après ils prennent des sécurités.
prêté. Mais quand ils ont prêté, et pour ces fonds-là, qui ont des masses monétaires très importantes, prêter à 10 ou 15%, c'est des opportunités. Avec aussi, et je le dis clairement, la non-analyse du business model. C'est-à-dire, effectivement, les ventes de joueurs se font. Effectivement, quand vous êtes un expert dans la formation, que vous faites jouer et que vous revendez, vous faites du profit. Je ne dis pas ça. Donc, ils se sont dit, à ce moment-là, ça vaut le coup de prêter à des entrepreneurs qui ont ce savoir-faire, qui étaient avant dans la tierce propriété, qui étaient propriétaires de joueurs, ça a été interdit. Donc, tout ce business sur la vente de joueurs est réel. Quand vous formez des joueurs... parce que c'était le modèle de Lille, ça, pour le coup. Il s'est effondré. Oui, mais voilà, parce qu'il n'a pas pu rembourser les sommes qu'il avait empruntées à Elliott. Donc Elliott a trouvé une autre solution, parce qu'ils ont pris des sécurités, et s'ils ne l'avaient pas trouvé, cette solution, le club aurait déposé le bilan. Donc ce que je veux dire, c'est que sur des dossiers comme ce, regardez par exemple, le PSG n'allait pas jusqu'à Lille. Si le Qatar arrête, qu'est-ce qui se passe? Qui va reprendre le PSG actuellement, avec ce business model qui repose sur 30% des recettes, ce sont des entreprises qataries liées de près ou de loin à l'État du Qatar. Le reste, c'était justement les droits télé. Et le reste, c'est couvert par la famille du Qatar. Donc, on vous donne le PSG, il va falloir... Sébastien Bazin n'y retournera pas. Sébastien Bazin avait... Donc, ancien patron du PSG, à l'époque où il dans le tour de table que j'étais monté, a volé le dossier, n'a pas analysé et a appelé au secours 3 ans après. Ouais. Pareil, et c'est des grands financiers. Alexandre Bompard, que j'ai connu à Saint-Etienne, et quelqu'un qui avait bien vu ça, il est passé à Canal. Parce qu'il y a une dimension de passion qui fait qu'à un moment, ils se mettent des œillères, et des gars qui sont aussi forts sur le business. Et c'est un casino géant, et c'est un moment où vous êtes hors de vous-même, vous êtes pris dans un... Michel Sédou, qui a fait du cinéma, qui était mon associé, que j'ai fait rentrer à Lille, a dit que c'est le métier le plus dur qu'il a eu à faire. Il a eu des compagnies aériennes. C'est très compliqué parce que justement, vous êtes pris dans un maelstrom qui ne s'arrête jamais, où tout le monde cherche à gagner. On pousse à la faute les dirigeants qui eux-mêmes ont envie de gagner et qui ont les moyens de leurs ambitions. Parce que je repense par exemple à Robert Louis Dreyfus, qui est un dirigeant d'entreprise, mais considérable. Il a construit un empire sur les matières premières. Et François Pinault, qu'est-ce qu'il a fait? C'est des gens que j'ai rencontrés. Mais justement, François Pinault, il ne perd pas sa chemise à Rennes. François Pinault, je l'ai rencontré à sa demande en 2003 et à la demande d'André Rousselet. J'avais fait une petite tribune sur le JDD, on a déjeuné. Et Rousselet qui lui a dit, moi, mon ami Luc, il a fait Lille avec 1 euro et il avait déjà perdu beaucoup d'argent à Rennes. Et donc, je lui ai dit, mais quand vous avez acheté le club, qu'est-ce que vous avez acheté? Quand vous achetez une entreprise, quand vous achetez un joueur, vous achetez quoi? Il y a eu un grand moment de silence. Et puis on a démonté le système et c'est le moment où il a mis en place une organisation à Rennes pour lui éviter tout ce qu'il avait fait préalablement par passion. Il me disait, quand mon équipe perd et qu'on me propose un joueur à 10 millions, je fais le chèque tout de suite parce que mon ego est en jeu. Donc Robert Louis Dreyfus, que j'ai rencontré aussi, dans cette phrase. On a fait une réunion avec Robert Louis Dreyfus, c'était en 2004, d'accord? Et il me dit, Luc, vous allez tourner la porte, je vais faire le contraire de ce que je vous ai dit. Oh la vache. Donc, mettez du rationnel là-dedans. Ils sont eux-mêmes conscients. C'est comme quelqu'un qui a une table de casino ou qui devient amoureux d'une femme à en perdre la raison. C'est très souvent ces ressorts-là qui font qu'ils ne freinent pas. Voilà. Et donc, c'est un univers passionnant, effectivement. Vous savez, la fameuse phrase « Comment se ruiner le jeu, les femmes, les ingénieurs la façon la plus sûre reste les ingénieurs ». Il faudrait qu'on rajoute le football, en fait. Oui, tout à fait. Et il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Comment on sort... Saint-Etienne, icône. Là, je sais qu'avec Saint-Etienne, on parle à tout le monde. Voilà. Comment est-ce qu'on sort de cette situation? Il va falloir à un moment un plan public de renflouement de l'ensemble de ces clubs. Mais c'est pas normal que ce soit l'argent public qui renfloue des fautes faites par des dirigeants dont je connais l'origine, puisque c'est moi qui avais fait ce travail-là, et qui eux-mêmes, après avoir tenu des très beaux discours, ont fait le contraire. Ils ont au début mis un salarié cap. Ils ont dit c'est un bien qui appartient à tout le monde. Donc Caiazzo disait ça. Et puis, président de Saint-Etienne, un co-président. Et puis au bout de 2-3 ans, il a fait exactement le contraire. Ils ont monté les salaires, ils se sont mis d'accord avec des agences, ça a flambé. Et puis maintenant, ils se retrouvent dans une situation désastreuse. Ils ont emprunté. Donc maintenant, comment on passe de cet état? Ils ont donné à un moment donné un mandat à une banque, à la Banque Lazare, pour vendre le club. Et je vous raconte même pas le dossier de valorisation tel qu'il était fait. Tout le monde est parti en courant. Ce que je veux dire, c'est que c'est ce que je reproche moi au système, c'est que à partir du moment où on est en France avec l'État, ministère, Ligue, et qu'il y a quand même une notion de bien public, même si les actionnaires sont des acteurs privés, c'est la loi qui à un moment donné permis ça, et j'avais aucun problème avec ça, il aurait fallu qu'ils aillent au bout de leur raisonnement et qu'ils s'auto-régulent, sauf qu'ils ne l'ont pas fait.
Et comme en plus ils sont concurrents les uns avec les autres, Saint-Etienne est concurrent avec Lyon. Ouais. Donc les supporters de Saint-Etienne vous poussent à aller à la faute parce que Lyon est à un certain niveau, pareil entre Lens et Lille. Donc il y a une surenchère salariale, on perd les repères, on pense qu'on va gagner et quand on ne gagne plus, c'est... En voilà un qui n'a pas été saisi par le démon justement, Jean-Michel Aulas. Ah, je ne suis pas d'accord avec vous. Jean-Michel, on se connaît très bien. Regardez ses différents tours de table. C'est celui qui a mis en place le trading de joueurs. Jean-Michel est allé très loin en intégrant la spécificité de ce secteur. Il était dominant, il a fait des choses merveilleusement bien. Mais regardez l'endettement de Lyon, regardez le PGE. Il a un actif, il a un stade incroyable. Eh ben, achetez-le le stade et puis vous me direz comment vous dégagerez du résultat avec. Lyon a fait appel à 2 PGE de 100 millions d'euros. Oui, mais ça... Lyon a une expertise. Je vais vous répondre sur normal. Lyon. Il n'y a plus personne dans les stades. Heureusement qu'ils font appel à des PGE. Ils sont bien obligés. Ce que je vous dis, c'est que le PGE, il est fait sur le budget de l'année précédente qui a intégré des ventes de joueurs, des ventes d'actifs. Ce que je veux dire, c'est que Jean-Michel, qui est le meilleur dirigeant de club que je connaisse, est quelqu'un qui a un savoir-faire. Et c'est vrai que ce qui a de la valeur dans Lyon, c'est Jean-Michel Aulas. Si Lyon n'avait pas eu Jean-Michel Aulas comme dirigeant, promoteur, investisseur, leveur de fonds, communicant, connaissant le football, avec les réseaux, participant, Lyon ne serait pas là où il est. Pour moi, c'est admirable ce qu'il a fait dans ce secteur, à partir de là où il part, là où il arrive. Mais Jean-Michel est un passionné qui a en tête le système dans lequel il est. D'accord ? Et il a eu les moyens de sa politique, il a levé... Mais lui aussi se laisse emporter. C'est pas qu'il se laisse emporter. La seule chose, c'est que, comme il est plus fort que les autres, et qu'il a fait son tour de table en faisant rentrer ses doubles plus tôt, et qu'il est à l'origine du système, il le connaît intimement. D'accord ? Il a toujours eu un ou deux coups d'avance. Il a toujours fait ce qu'il fallait faire, en intégrant ce que lui voyait être le coup d'après. Donc pour moi, c'est admirable en termes de chef d'entreprise. Après, la passion, elle est là. Mais j'ai 2 questions. Il nous reste 3 minutes. J'ai 2 questions. D'abord, c'est franco-français cette situation ou la première ligue anglaise est dans la même situation? Non, c'est différent en Angleterre parce que en Angleterre, c'est vraiment tout privé, que les droits télé sont très élevés et sont justes, ils sont justifiés. Le problème qu'ils ont en Angleterre, c'est les recettes spectateurs. Ils ont des réserves, ils ont des réels actifs. Vous parlez de stade, il y a un vrai marché et ils sont dominants en termes de ligue. Donc c'est beaucoup moins lourd en Angleterre. Les autres pays sont un peu comme dans la situation de la France. L'Allemagne est bien, puisque pareil, les Allemands n'ont pas fait un certain nombre de fautes qu'ont fait les clubs français, les clubs italiens, espagnols. Finalement, quand vous êtes assez froid, vous gérez ça un peu mieux que quand vous êtes bouillant. Ils ne sont pas froids avec le football, les Allemands. Hein. Ils sont comme nous, mais il y a eu de la rationalité économique à un moment quelque part. Oui, puis après, si vous vous mettez à gérer un club de foot, si vous êtes rationnel et que vous tombez pas dans la folie ou que vous n'êtes pas un ultra-milliardaire en vous disant je vais perdre 200 millions, c'est pas grave. Robert Lee Dreyfus, il a perdu 200 ou 300 millions sur l'OM, mais il avait une fortune en milliards. Oui, donc c'est pas grave. C'est grave parce que vous sortez... C'est grave pour les autres. Mais même pour vous. Oui. Parce que ça se finit. Vous avez tout donné à cette passion, la dernière passion de votre vie, et vous finissez insulté. Oui, parce que c'est comme quand vous pourrissez vos enfants, quand vous donnez trop d'argent aux joueurs dans un cadre qui n'est pas bien défini, vous pourrissez et vous n'avez pas le retour que vous attendez. Comment on sort de ça? Il vous reste 1 minute. Oh là là, c'est trop long, mais je pense qu'il faut effectivement déjà voir le résultat de l'appel d'offres en cours sur les droits télé. Sur les droits télé, mais vous n'aurez jamais le milliard qu'à... Non, mais on va déjà savoir ce qu'il y aura. Et à partir de là, il va falloir reconstruire sur 4 ans un système français. Moi, j'ai mis un certain nombre de propositions, comme un fonds de retournement pour intervenir sur les clubs qui sont en faillite, sur le fait de recréer des formules de compétition un peu plus cohérentes et qui génèrent plus de revenus. Tout ce qu'on vient de se dire pendant 20 minutes me laisse penser que... Salary cap et autres. En fait, cette espèce de folie à l'intérieur des tripes des dirigeants... Tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras mettre toutes les barrières que tu veux. Ils chercheront à passer dessus, à les contourner, à passer dessus. C'est un peu ce qu'on va voir. Je pense que là, il y en a vraiment qui sont quand même au bout. Ça peut être un électrochoc. Et puis, la réalité s'impose actuellement à tout le monde. En France, on a un double effet qui se coule. On a le problème sur les droits télé qui est très lourd et malheureusement l'effet du Covid sur lequel personne ne peut rien, qui a aussi un effet sur les recettes en sponsoring. On est dans une situation compliquée. Heureusement que l'État a fait ce qu'il fallait. La Ligue a emprunté. Tout le monde a emprunté. Bon, donc on est dans le même système que le reste de l'économie. Ça, c'est
Que reconstruire? Comment? Et voilà, je pense que c'est le problème qu'a la Brune, que va avoir Noël Le Graët et que va avoir l'État français. Patron de la Ligue, hein, la Brune, et Noël Le Graët, patron de la Fédération, qui va se représenter. Et qui va être réélu. Ce qui est d'ailleurs, on n'a pas le temps, mais c'est quand même assez dingue que, après tout ce que tu viens de décrire en termes de faillite... Ça fait 30 ans que les mêmes sont là. C'est ça. Merci, Luc. Merci à vous. Luc Dayan avec nous sur Bismart.